100% d'accord. Ursula von der Leyen a donc prononcé son discours sur l'état de l'Union. Alors on sent que ça fait frétiller les journalistes parce que justement ça a l'air puissant, on est sur le même plan que les États-Unis, c'est formidable. En plus là, elle était en tailleur jaune et bleu pour défendre l'Ukraine. Il y avait quelque chose de scénaristiquement bouleversant. D'autant que, en fait, quand on regarde justement la scénarisation et le fond du discours, on s'aperçoit que ça y est, on y est. Les États-Unis d'Europe, en fait, ils sont là. Bien entendu, c'est ce que nous expliquons dans Marianne cette semaine, numéro spécial, 30 ans de Maastricht. En fait, les fédéralistes européens ne la ramènent plus du tout. On n'en entend plus des défenseurs d'une Europe fédérale. Tout simplement parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine puisqu'ils ont atteint leur but, même si la structure n'est pas fédérale, même si nous avons d'ailleurs les inconvénients qui pourraient exister de ne pas être totalement dans le fédéralisme, ça nous les avons tous les inconvénients. En revanche, il n'y a pas les avantages. Mais Ursula von der Leyen tient un discours politique, un discours qui embrigade l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une même vision géostratégique, alors même que l'Europe n'est pas unie et que la France en particulier n'a jamais été sur cette ligne-là. Mais c'est pas grave, on va y aller. D'ailleurs, Ursula von der Leyen va désormais aller à Kiev pour la 3e fois pour, nous dit-on, parler avec Volodymyr Zelensky économie et intégration à l'Union européenne. Bref, ceux qui nous ont expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que l'Ukraine n'allait pas intégrer si rapidement que ça l'Union européenne, que ce genre de choses prenait 15 ans, 20 ans. Ceux-là nous ont sans doute légèrement beurré les lunettes, parce qu'en fait ça va aller beaucoup plus vite. Et parce qu'en fait le discours d'Ursula von der Leyen est le discours d'Olaf Scholz, du chancelier allemand, sur un élargissement rapide de l'Union européenne à 30 voire 36 pays, avec la Moldavie, la Géorgie. Derrière cela, il y a le rôle du contribuable européen. Qui va financer tout ça? Soyons très clairs, ce sont les entreprises américaines qui reconstruiront l'Ukraine avec le financement du contribuable européen. C'est de bonne guerre, dira-t-on. C'est notre contribution, le prix de la liberté, comme dirait Emmanuel Macron. À ceci près que le discours d'Ursula von der Leyen là-dessus est aussi passablement hypocrite. Quand elle explique à l'ensemble des citoyens européens que c'est bien la guerre en Ukraine qui provoque les difficultés, les hausses des prix, notamment des prix de l'énergie, quand elle renvoie Manon Aubry en lui disant que les factures qu'elle brandit, elle peut aller les brandir à Moscou. Elle oublie juste une chose. Si l'Union européenne est dans cet état de dépendance énergétique, certes, c'est parce que la guerre en Ukraine a servi de révélateur, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de politique industrielle et énergétique autre que l'ouverture à la concurrence, la dérégulation, la destruction de l'ensemble des services publics d'énergie en Europe et en particulier en France. C'est bien parce qu'on a laissé l'Allemagne imposer ses choix et la France a démantelé petit à petit sa filière nucléaire. C'est bien tout cela que nous sommes en train de payer. C'est bien l'ouverture à la concurrence dictée par les instances de Bruxelles qui explique qu'aujourd'hui EDF soit en train de se ruiner pour permettre à des entreprises qui ne produisent pas d'électricité de lui en acheter à bas coût. De même, c'est bien parce que on a détruit les services publics en France et en Europe, et qu'on a créé ce marché européen de l'électricité, qu'on aligne les prix de l'électricité sur ceux du gaz. Ça, c'est pas Poutine qui l'a décidé, c'est bien l'Union européenne. Bref, les instances européennes, Ursula von der Leyen en tête, sont en train de se saisir du prétexte de la guerre en Ukraine pour faire oublier que les choix ont été absolument désastreux et que les Européens n'ont pas fini de les payer. Pire,
l'accord qui va être trouvé de solidarité pour venir en aide à l'Allemagne et pour compenser tous ces choix désastreux va se faire sur le dos du contribuable français cette fois. Et c'est notamment Olivier Marleix, député Les Républicains, qui alerte là-dessus. Le principe de solidarité va consister tout simplement à faire financer par les contribuables français la compensation pour que l'Allemagne puisse avoir une électricité à un prix correct. Bref, nous sommes là non pas dans une solidarité véritable, mais en fait dans un deux poids deux mesures total. Quand d'autres pays européens font de mauvais choix, la Grèce par exemple, ces pays doivent payer. Mais quand l'Allemagne fait de mauvais choix et persiste et mène une politique d'affaiblissement de la filière nucléaire française, eh bien, derrière, il faut faire des cadeaux à l'Allemagne. Voilà actuellement l'état des lieux en Europe. Voilà ce qui va encore empirer si on continue à ne pas comprendre que cette union a été faite dans toutes ses structures pour être à la fois un marché dérégulé et une colonie américaine, épousant totalement les intérêts géostratégiques américains. Alors, quand on dit ça, on a immédiatement des commentateurs qui disent « mais pas du tout ! La preuve, regardez, Donald Trump se désintéressait de l'Europe, voulait détruire l'OTAN. C'est bien la preuve que les Américains n'ont pas du tout cherché la situation actuelle. » Oui, alors Donald Trump était un petit peu une exception. Dans ces cas-là, parlons de la politique impérialiste des démocrates américains, qui s'est remise en place directement avec l'arrivée de Joe Biden et qui a abouti à la situation actuelle d'inféodation complète sur le plan militaire, puisque ce sont bien des armements américains que les pays européens achètent, même si l'Allemagne a bon espoir, évidemment, de tirer profit pour son industrie d'armement de la situation actuelle. Ursula von der Leyen va donc aller à Kiev. Elle va donc se comporter en présidente de l'Union européenne. Nous sommes dans une nouvelle variante du Saint-Empire romain germanique. Peut-être arriverons-nous à sauvegarder quelques spécificités françaises dans ce cadre, mais il serait tout de même utile que nos dirigeants explicitent cette situation et qu'ils soient honnêtes sur des dossiers concrets, comme par exemple celui soulevé par Olivier Marleix sur le futur accord de répartition et de solidarité autour de l'énergie. Ouais, c'est pas faux. Aujourd'hui, André Berkoff qui reçoit Guilain Benessa, avocat, essayiste et surtout auteur de ce livre coécrit avec Guillaume Bigot, On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges. C'est aux éditions L'Artilleur. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Guilain Benessa, vous êtes avocat, vous êtes docteur en droit et philosophe. Vous l'avez écrit avec notre ami Guillaume Bigot, qui est politologue et éditorialiste, notamment sur Sud Radio, bien sûr. De façon régulière. Alors on marche sur la tête et vous avez mis évidemment en France à l'envers, comme ont fait tous les agriculteurs. Quand il s'est passé le mouvement des agriculteurs, tous les petits villages, rappelez-vous, les panneaux étaient mis à l'envers. Parce que voilà, être à l'endroit aujourd'hui, c'est mettre les panneaux à l'envers, effectivement. Alors je vais vous dire, Guilain Benessa, votre livre, à tous les deux, est très intéressant. Vous donnez beaucoup de détails. Mais quand on vous lit, franchement, je rappelle que le 9 octobre, ce sont les élections européennes, mais on se dit, attendez, ça n'a pas changé grand-chose, puisque le pouvoir, et vous le racontez très bien, et on va passer du temps à inventorier tout cela, mais enfin on se dit, attendez, le pouvoir, c'est la Commission européenne de Madame Ursula, et puis qui lui succédera, le Conseil européen, qui tous les deux pas élus, et puis le Parlement européen, et puis l'État de droit, et puis la Cour européenne des droits de l'homme, et puis la Cour de justice européenne, et puis chez nous le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. On se dit, mais dites-moi, la France, est-ce qu'elle existe encore dans cette espèce? Est-ce que c'est pas Gulliver emmailloté par les Lilliputes? C'est les Lilliputes qui ont pris le pouvoir.
Alors déjà merci André Berkoff pour l'invitation. Alors je viens d'entendre un plaidoyer pour Chartres et Péguy que vous venez d'avoir et de discuter donc du pèlerinage. On est en train de basculer dans l'exact inverse d'un enracinement, d'un héritage et de quelque chose de tangible, parce que l'Europe, l'Union européenne, je dis l'Europe pour être clair, pas la peine, vous savez, de union, pas union, communauté, peu importe. L'Europe est une espèce de machine infernale qu'on a conçue sous les plus beaux auspices, il y a soi-disant beaux auspices dans les années 50, et il est clair, et je voudrais commencer par notre discussion comme ça, Guillaume Bigot et moi-même, on avait l'idée simple, peut-être simpliste, peut-être caricaturale, mais à mon avis limpide, l'idée de pousser un coup de gueule à deux, un juriste et un politologue, pour dire ce truc, cette espèce de machine folle, nous entraîne vers le gouffre. Nous avons des partis politiques qui nous mentent depuis 60 ans. On a des politiques généralement qui nous mentent depuis 60 ans. Je dis bien 60 ans, parce qu'on dit souvent, vous savez, ça a dérivé, ça a déconné. L'Europe, c'était bien au début. C'est pas seulement Maastricht et compagnie, c'était bien avant Maastricht. C'est que depuis le départ, ce machin nous broie, nous marche sur la tête. Et je dis ce machin cette espèce de folie intégrée, comme disait d'ailleurs De Gaulle à l'époque. En fait, nous marche sur la tête depuis le début. Et à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village, parce qu'on va tout droit vers des élections européennes le 9 juin. On a des partis politiques qui discutent le bout de gras européen. On a des partis qui essayent de nous vendre des espèces de sortes de solutions, de plans CDE, d'arrangements, de modifications de Parlement européen, de tout ce qu'on veut. Ça ne changera strictement rien à un truc qui est fabriqué depuis les années 60 pour ne pas nous permettre d'exister. Donc, le 9 juin, on peut jouer une comédie dell'arte. Vous voulez dire de ne pas permettre aux nations, aux États d'exister. Exactement, ça. de faire le nécessaire pour faire disparaître les nations, faire disparaître les peuples, mettre en laisse les politiques, ce qui fait qu'en réalité, on joue à un jeu de dupes depuis très longtemps, depuis les années 60, qui est qu'entre 62, et on l'écrit dans le bouquin en détail, depuis 1962, grosso modo, jusqu'à 2024, cette laisse a été conçue savamment pour nous empêcher d'exister, de vivre, de transmettre, d'agir, ce qui fait qu'en fait, on a le choix entre une cage et une autre cage. Voilà la réalité de l'Europe. Une belle cage, une cage moche, une cage grisâtre, une cage comme vous le souhaitez, mais en fait, on est en train de nous vendre qu'on va modifier la couleur de la cage, mais on va rester comme des tout petits fauves de plus en plus lilliputiens dans une cage dans laquelle nous sommes de toute façon perdu. Voilà ce qui va se passer aux élections européennes dans 3 semaines. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi!